Sur notre planète, il existe de nombreux pays dont la réalité semble presque irréelle. Mais l'un d'eux est vraiment à part. Un pays où des peuples très anciens respectent encore des traditions capables de surprendre n'importe qui. Un pays où se trouve un village dont l'accès est interdit aux hommes. Le Kenya, un endroit où le passé et le présent se nouent comme un nœud serré sous le soleil brûlant de la savane. Un pays où, au milieu d'une chaleur impitoyable, se dresse soudain un volcan majestueux, coiffé d'un chapeau de neige éclatante. Voilà la vie au Kenya. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un like. Ça aide énormément la chaîne, et toi, tu ne rates aucune de nos prochaines vidéos. Sur une carte, le Kenya n'est qu'une silhouette en Afrique de l'Est. Mais dès que tu poses le pied ici, tu comprends que ce pays est autre chose. Plus brutal, plus vivant, plus sincère. L'air est lourd et chaud. La lumière découpe tout, sans douceur. La terre peut être rouge comme la rouille. Le ciel, lui, est d'un bleu presque violent. Plus de 55 millions de personnes vivent dans ce pays. Dans des villes immenses, dans des villages perdus au bout de pistes poussiéreuses, le long de routes où l'on croise des camions surchargés, des bus colorés, des troupeaux de chèvres et des hommes à pied. Ici, la modernité ne remplace pas la tradition. Elle se superpose à elle, elle se mélange avec elle, parfois en harmonie, parfois dans le conflit. Le Kenya, ce n'est pas seulement des animaux sur une brochure, c'est un pays où la beauté et la dureté se croisent chaque jour, où la nature impose encore ses règles et où les humains essaient de négocier avec elle. Imagine la chaleur de midi, la savane s'étend devant toi comme une mer dorée. Les herbes sèches bougent doucement sous le vent. Au loin, les silhouettes sombres de quelques acacias se découpent sur le ciel. Et soudain, tu lèves la tête. Là-bas, à l'horizon, apparaît un sommet. Il est blanc, recouvert de neige. Nous sommes presque sur la ligne de l'équateur. Et pourtant, un volcan éteint porte une couronne glacée. C'est le mont Kenya, le deuxième plus haut sommet du continent. Les peuples qui vivent autour l'appellent Kirinyaga, la montagne de lumière. Pour eux, ce n'est pas seulement un relief, c'est un repère, un lieu sacré, un trône pour Dieu. Autour de la montagne, le paysage change sans cesse. Les collines vertes, couvertes de plantations de thé, laissent place aux plaines rousses du Grand Rift. Puis viennent les savanes ouvertes, les routes poussiéreuses, les villages de tôle et de bois. C'est dans ces plaines que le mot safari prend tout son sens. Tu pars tôt, avant le lever du soleil. L'air est frais. Le moteur de la Jeep gronde doucement, puis on coupe tout. Et le silence arrive. Une girafe traverse la piste, le cou dressé comme un mât. Des zèbres t'observent, rayures figées, prêts à fuir. Plus loin, un éléphant avance en écrasant les herbes. Rien n'est décor. Tout le monde est chez soi, sauf toi. Et puis vient le moment où la savane semble respirer plus vite. Dans la réserve du Masai Mara, reliée au Serengeti tanzanien, quelque chose se met en marche. La grande migration. Plus d'1 million de gnous se déplaçant en masse, une vague sombre qui avance lentement. Avec eux, des centaines de milliers de zèbres et d'antilopes. De loin, on dirait une ligne qui serpente. De près, c'est un tumulte de sabots, de poussière et de cris. Les animaux n'ont pas le choix. L'herbe disparaît derrière eux. Ils doivent avancer, chercher de nouveaux pâturages, suivre un instinct plus ancien que toutes nos cartes. Sur leur route, il y a des rivières, profondes, brunes et pleines de crocodiles. Les premiers s'arrêtent au bord, ils reniflent l'air, ils hésitent, puis un gnou saute. Un deuxième suit. Et soudain, tout le troupeau se jette dans l'eau. Certains traversent, d'autres sont emportés par le courant. Les plus faibles se noient. Les crocodiles, tapis sous la surface, frappent sans prévenir. La scène est spectaculaire, belle et insoutenable à la fois. Il n'y a pas de justice, pas de morale, juste la loi du monde sauvage. Face à ce spectacle, tu comprends une chose. Ici, l'être humain n'est pas le centre de l'histoire. Il n'est qu'un personnage secondaire dans un théâtre beaucoup plus vaste, et pourtant, à quelques heures de route de cette nature brute, une autre réalité t'attend. Une réalité faite de béton, de verre, de musique forte et de klaxons. Bienvenue à Nairobi, la capitale du Kenya, une ville qui réunit tout ce que le pays a de plus moderne et de plus fragile. D'un côté, Nairobi joue le rôle de centre économique régional, tour de verre qui reflète le soleil, centres commerciaux climatisés, cafés où des jeunes travaillent sur leurs ordinateurs portables. On parle de start-up, de crypto, de visa pour l'Europe ou le Canada. De l'autre côté de la vitre, un autre monde commence. Des marchés improvisés sur les trottoirs, des vendeurs ambulants qui proposent de tout,
des motos qui slaloment entre les voitures, des matatus qui surgissent de partout. Les matatus, ce sont ces minibus collectifs qui transportent une grande partie de la ville. Ce ne sont pas de simples véhicules, ce sont des déclarations d'identité, peints de couleurs vives, recouverts de graffitis, décorés avec des portraits de chanteurs, de footballeurs, de super-héros. À l'intérieur, la musique est si forte que les vitres vibrent. Monter dans un matatu, c'est accepter le chaos. On s'assoit où on peut. On se pousse, on rit, on discute, on vit. Mais la vraie fracture de Nairobi ne se voit pas seulement dans la circulation. Elle se voit dans la manière dont les gens vivent. Il y a des quartiers où les maisons sont cachées derrière des murs hauts, gardés par des vigiles. Les jardins sont verts. Les écoles privées coûtent plus cher qu'un salaire moyen. Les supermarchés sont bien rangés, bien remplis. Et à quelques kilomètres de là, sur une petite surface, une autre ville existe, Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique. Ici, les maisons sont collées les unes aux autres. Construites en tôle, en bois, en briques de terre, les ruelles sont si étroites que 2 personnes se frôlent en se croisant. Quand il pleut, la boue envahit les chemins. Les eaux usées coulent dans des rigoles ouvertes. Les enfants jouent au milieu des cabanes. Des câbles électriques s'entrecroisent au-dessus des toits. Une voie ferrée traverse Kibera. Les rails servent de chemin, de marché, de terrain de jeu. Quand un train arrive, on déplace rapidement les marchandises, puis tout se remet en place. Pour beaucoup, l'eau potable ne sort pas d'un robinet. Elle s'achète au bidon. L'électricité est souvent piratée, instable, dangereuse. La vie à Kibera est une lutte quotidienne. Mais ce serait une erreur de n'y voir que de la misère. Il y a aussi une énergie incroyable, des salons de coiffure minuscules où on coupe les cheveux au rythme du dernier hit. Des ateliers de réparation où l'on donne une seconde vie au téléphone, radio, vélo. Des petites boutiques vendent de tout. Des herbes, des vêtements, des cartes SIM, des beignets. On invente, on bricole, on négocie. On ne survit pas seulement, on crée. Nairobi, c'est cela. Une ville où un parc national avec des lions touche presque des quartiers d'affaires. Une ville où des tours de verre dominent des toits de tôle. Une ville où l'on peut, en une journée, passer d'une réunion climatisée à une ruelle en terre battue. Pour comprendre le Kenya, il ne suffit pas de regarder les animaux. Il faut regarder aussi ceux qui essaient de vivre entre 2 mondes. Quittons la ville. Les klaxons disparaissent, les tours de verre s'éloignent, les routes deviennent plus étroites, puis se transforment en pistes poussiéreuses. Ici, le temps ne se mesure plus en rendez-vous et en mail. Il se mesure en saison des pluies et en saison sèche, en hauteur de l'herbe, en nombre de bêtes. Parmi les peuples les plus connus du Kenya, il y a les Maasai. Le monde entier connaît leur silhouette. Des hommes grands, minces, drapés dans des tissus rouges appelés shukas, lance à la main, collier de perles autour du cou. Pour les Maasai, la richesse ne se compte pas en chiffres sur un écran. Elle se compte en vaches. Le bétail est nourriture, monnaie, statut social. Pendant des siècles, les Maasai ont suivi leurs troupeaux à travers la savane. Ils cherchaient l'eau, l'herbe, les zones sûres. Leur vie était un long mouvement dicté par la nature. Les garçons Maasai apprenaient très tôt à devenir moranes, des guerriers. Ils devaient protéger les troupeaux contre les prédateurs et les voleurs. Ils apprenaient à lire les traces, à voir les signes, à repérer un danger là où d'autres ne voyaient que de l'herbe. Parmi leurs traditions, une des plus célèbres est la danse des sauts, l'Adumu. Les jeunes hommes se tiennent en cercle. Un après l'autre, ils s'élancent vers le ciel, sans plier le dos, sans prendre d'élan. Plus ils sautent en haut, plus ils montrent leur force, leur courage, leur endurance. Ce n'est pas qu'un spectacle, c'est un message à la communauté, un langage sans mots. Certaines coutumes, aujourd'hui, surprennent ou choquent. Autrefois, dans certaines régions, l'hospitalité allait très loin. Recevoir un invité, ce n'était pas seulement lui donner un lit et de la nourriture. Parfois, un homme pouvait aller jusqu'à lui offrir la possibilité de passer la nuit avec l'une de ses épouses. Dans notre système de valeurs, cela semble impensable. Dans le leur, c'était un signe extrême de confiance et de partage. Une manière de renforcer les alliances. La survie du groupe passait avant le reste. Beaucoup de ces pratiques disparaissent aujourd'hui. Les lois modernes, les écoles, les religions, le tourisme changent tout. Mais ces histoires rappellent que les règles sociales ne sont pas universelles. Dans de nombreux villages, les hommes restent ceux qui décident en public. Les femmes, elles, assument une grande partie du quotidien. Elles enfantent, elles cuisinent, elles vont chercher l'eau, elles supportent parfois la violence en silence. Et pourtant, quelque part au nord, un petit village a décidé de tout réécrire. Le village s'appelle Umoja.
En swahili, cela veut dire unité. Sur la carte, il n'est qu'un point. Dans la réalité, c'est une révolution. Umoja a été fondée dans les années 1990 par une femme, Rebecca, et un groupe d'autres femmes. Elles viennent d'une société très patriarcale. Elles ont connu les coups, les mariages forcés, les humiliations. Certaines ont été victimes de violences atroces. Au lieu d'être protégées, elles ont été rejetées par leur communauté. Rebecca refuse ce destin. Elle décide de partir. De créer un endroit où les femmes pourront être en sécurité. Un endroit où elles ne seront plus définies par la honte des autres. Avec quelques compagnes, elle installe les premières huttes. Elles n'ont presque rien, pas d'argent, pas de soutien de l'État, juste un terrain, quelques matériaux et la volonté de survivre ensemble. Très vite, elles posent une règle simple. Les hommes peuvent venir, mais seulement le jour, pour commercer, pour voir leurs enfants, pour discuter. La nuit, ils doivent partir. Umoja devient un village de femmes et d'enfants, un refuge. Pour vivre, les habitantes se tournent vers ce qu'elles savent faire. Elles enfilent des perles, créent des colliers, des bracelets, des décorations traditionnelles. Peu à peu, des voyageurs entendent parler de ce village interdit aux hommes la nuit. Ils viennent, ils achètent des bijoux, écoutons les histoires. Avec cet argent, les femmes envoient leurs enfants à l'école. Elles achètent de la nourriture, elles améliorent les huttes, elles construisent de petits bâtiments pour l'éducation. Umoja n'est pas un paradis idéal. L'eau reste rare, la vie est rude, les tensions avec certains voisins existent. Certains hommes voient ce village comme une provocation. Mais Umoja est une preuve vivante. La preuve qu'une poignée de femmes peut changer les règles du jeu. Qu'elles peuvent passer du rôle de victime à celui d'actrice de leur propre histoire. Quand tu marches entre les huttes d'Umoja, tu vois des femmes qui gèrent, décident, organisent. Tu entends des rires d'enfants qui n'ont pas connu les mêmes peurs que leur mère. Tu comprends que le mot « sauvage » ne décrit pas seulement la nature. Il décrit aussi le courage de celles qui décident de tout recommencer. Pour terminer ce voyage, il faut aller encore plus loin, vers le nord-ouest, dans une région où la terre devient plus sèche, où le vent soulève sans cesse la poussière. Là-bas, un immense lac apparaît. C'est le lac Turkana. On l'appelle parfois la mer de Jade. Vu du ciel, il ressemble à une longue tache verte et bleue au milieu d'un paysage minéral. Ses eaux sont chargées de sel, la chaleur y est écrasante, mais des communautés vivent ici depuis des générations. Les pêcheurs partent sur de petites embarcations. Les enfants jouent sur des rives pierreuses. Les troupeaux cherchent des zones d'ombre. La vie continue malgré tout. Autour du lac Turkana, les scientifiques ont découvert des fossiles très anciens, des traces de nos lointains ancêtres. Peut-être que les premiers humains se sont levés ici, un jour en regardant ce même horizon brûlant. Le Kenya, quand on le regarde vraiment, est un miroir. On y voit la beauté absolue. Les lions dans la lumière du matin, le mont Kenya avec sa couronne de neige, les troupeaux immenses de la grande migration, le silence du lac Turkana au coucher du soleil. On y voit aussi nos failles, les bidonvilles collés aux quartiers riches, les femmes qui doivent fuir pour exister, les jeunes qui rêvent de partir parce qu'ils ne se sentent pas écoutés. Le Kenya n'est ni un paradis sauvage, ni un enfer sans espoir. C'est un pays réel, avec des contradictions, des douleurs, des forces. Il pose des questions simples et terribles. Comment vivre ensemble avec de telles inégalités? Comment protéger des paysages uniques sans laisser des millions de personnes dans la pauvreté? Comment respecter les traditions sans fermer les yeux sur la violence qu'elles abritent parfois?